Je m'appelle Johanna Frel et j'ai 31 ans. Je suis debout à la porte d'embarquement B-17, à l'intérieur de l'aéroport McGee Tyson de Knoxville, dans le Tennessee. Il est 5h14 du matin. Ma grand-mère, Hazel, est à côté de moi, ses deux mains agrippées à la poignée d'une valise en cuir qui appartenait à mon grand-père. 11 membres de ma famille sont dispersés autour de nous, vérifiant leurs cartes d'embarquement, ajustant leurs bagages à main, faisant défiler leur téléphone. Mon père se tourne vers ma grand-mère. Il ne baisse pas la voix. « Maman, j'ai oublié de réserver ton billet. Rentre simplement à la maison. » 11 personnes l'entendent. L'agent d'embarquement derrière le comptoir l'entend. Un couple de personnes âgées qui attend dans la file se retourne pour regarder. Ma grand-mère ouvre son porte-carte d'embarquement en plastique. À l'intérieur, il n'y a rien, à part un itinéraire imprimé, sans numéro de confirmation. Elle le referme. Elle ne pleure pas. Ce que mon père ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ces 3 semaines allaient lui coûter tout ce qu'il avait pris. Pas parce que je l'avais prévu, mais parce que le silence a une façon de rendre la vérité très, très bruyante. Bienvenue sur Calm Drama Stories, la chaîne où de vraies histoires de famille se dévoilent avec honnêteté, dignité, et cette sorte de force tranquille qui change tout. Si c'est votre première fois ici, laissez un commentaire et assurez-vous de vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés à cette porte d'aéroport. Ma grand-mère a enseigné en 3e année à l'école primaire de Maryville pendant 34 ans. Elle a pris sa retraite à 65 ans. Elle a élevé 2 enfants, mon père Richard et ma tante Diane, complètement seule, après la mort de mon grand-père Earl d'un cancer du poumon il y a 18 ans. Elle ne s'est jamais remariée, n'a même jamais fréquenté quelqu'un. Elle disait qu'Earl était le seul homme assez têtu pour l'aimer comme il fallait. Hazel vit dans la même maison qu'Earl a achetée en 1981, une maison de plein pied de 3 chambres, dans une rue calme de Maryville, dans le Tennessee, à environ 45 minutes au sud de Knoxville. Elle entretient bien son jardin. Elle va à l'église le dimanche. Elle emballe les cadeaux d'anniversaire dans du papier journal parce qu'elle pense que le papier cadeau est un gaspillage. Ma grand-mère est le genre de femme qui repasse ses serviettes de table. Le genre qui envoie des cartes de remerciement le jour même où elle reçoit un cadeau. Elle a bâti sa vie sur la discipline et la routine, et elle a économisé chaque euro disponible pendant 22 ans, car elle croyait que laisser quelque chose à sa famille était la chose la plus importante qu'elle pouvait faire. Mais dernièrement, sa maison avait l'air différente. La rampe du porche était desserrée. Les gouttières s'affaissaient. Le robinet de la cuisine gouttait dans un bol qu'elle gardait dans l'évier toute la nuit. Son thermostat était réglé bas, même en décembre. Elle portait les 3 mêmes pulls en rotation, et me disait qu'elle les préférait, tout simplement. J'ai posé la question à mon père une fois. Il a dit, « Maman va bien. C'est juste qu'elle n'aime pas dépenser d'argent. » Je l'ai cru. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Mon père gérait ses finances. Il disait qu'il passait la voir toutes les 2 semaines. Il disait que tout était géré. Ce que je ne comprenais pas encore, c'était la manière prudente dont il avait arrangé le mot « gérer ». Le voyage en Europe a commencé par une annonce, au dîner de Thanksgiving. En novembre. 12 d'entre nous autour de la table de salle à manger de ma grand-mère. Dinde, farce au pain de maïs, gratin de haricots verts. Mon père s'est levé, son verre à la main. « J'ai travaillé sur quelque chose pour la famille », a-t-il dit. 3 semaines en Europe. Rome, Florence, Paris, Londres. Tous ensemble. La table a explosé de joie. Les enfants de Diane ont sorti leur téléphone pour chercher des images du Colisée. Brenda, la femme de mon père, ma belle-mère, a commencé à parler de shopping à Paris. Greg, le mari de Diane, a posé des questions sur le vol. Ma grand-mère était assise au bout de la table. Ses yeux brillaient. Elle a posé sa fourchette et a aplati ses 2 mains sur la nappe. « Je n'ai jamais quitté ce pays », a-t-elle dit. « Ton grand-père a toujours dit que nous verrions Paris un jour. » Papa a expliqué la structure des coûts. Chaque foyer contribuera à sa part. Vol, hôtel, transport sur place, environ 65 000 € au total pour 12 personnes. Il a regardé Hazel. « Maman, ta part serait d'environ 30 000 €, prélevée sur ton fonds de retraite, si tu veux venir. » Elle n'a pas hésité. « J'ai 74 ans. Si ce n'est pas maintenant, quand ? » Elle a fait le chèque ce week-end-là. 30 000 €,
provenant du compte qu'elle avait constitué pendant 2 décennies. La même semaine, elle a sorti la vieille valise en cuir d'Earl du placard du couloir. Elle était marron, fissurée le long d'une couture, et réparée avec du ruban adhésif toilé, souvenir d'un voyage à Gatlinburg en 1994. Elle a commencé à faire ses bagages des semaines à l'avance. Elle a posé son passeport sur ses vêtements pliés, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Mon père a souri quand elle lui a remis le chèque. Quelque chose dans ce sourire m'est resté en mémoire, plus longtemps qu'il n'aurait dû. 5 heures du matin, aéroport McGee Tyson. Le froid de décembre s'accrochait encore au béton du parking. Nous sommes entrés tous les 12 dans le terminal, traînant nos bagages, tenant des cafés, à moitié réveillés et excités. Hazel se déplaçait lentement. Elle s'appuyait sur sa canne d'une main, et tirait la valise d'Earl de l'autre. Elle portait son beau manteau, le bleu marine qu'elle gardait pour l'église et les funérailles. Nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement. Les noms ont été appelés un par un, les cartes d'embarquement imprimées. Richard, Brenda, Diane, Greg, les enfants, moi. Hazel Ferrell. L'agent a tapé. A tapé à nouveau, puis a levé les yeux. Je n'ai pas de réservation à ce nom. Hazel a ouvert son porte-carte d'embarquement en plastique. À l'intérieur, il y avait un itinéraire imprimé, date, ville, nom d'hôtel, mais aucune référence de réservation, aucun numéro de confirmation, aucun billet. Elle a regardé mon père. Il lui a à peine jeté un coup d'œil. Maman, j'ai dû oublier de réserver le tien. Je suis vraiment désolé. Il a haussé les épaules. Un simple haussement d'épaules. Rentre simplement à la maison. On t'appellera en FaceTime depuis Rome. J'ai oublié ton billet. Rentre simplement à la maison. Il l'a dit comme on annule une réservation pour le déjeuner. Comme on dit à quelqu'un que le magasin est fermé. Diane a détourné le regard. Brenda a ajusté son écharpe. Greg a étudié le tableau des départs. Personne n'a dit un mot. Personne n'a dit « Attendez, on peut arranger ça ». Personne n'a dit qu'elle avait payé 30 000 €. L'agent d'embarquement nous a dévisagés. Un couple de personnes âgées derrière nous a échangé un regard que je n'oublierai jamais. La femme a secoué la tête, très légèrement, comme si elle reconnaissait quelque chose qu'elle avait déjà vu. Hazel a refermé le porte-carte d'embarquement vide. Elle l'a remis dans son sac à main. Ses mains tremblaient, mais son visage n'a pas changé. J'ai regardé l'étiquette de bagages de mon père. Classe affaires. Ils se sont dirigés vers la sécurité, tous les 11. Personne ne s'est retourné. Ma grand-mère est restée près du tableau des départs, avec la valise d'Earl à ses côtés. Les néons du plafond bourdonnaient. Quelque part, un enfant pleurait. Le vol pour Rome était à l'heure. Porte B7. Embarquement dans 40 minutes. Ma carte d'embarquement était dans ma main droite. Je l'ai regardée. Je l'ai regardée, elle, et je l'ai déchirée en deux. Mon père s'est retourné. Gio, qu'est-ce que tu fais? Je rentre à la maison avec grand-mère. Diane s'est arrêtée de marcher. Ne sois pas dramatique. Brenda l'a dit sans se retourner. De toute façon, ta grand-mère n'apprécierait pas l'Europe. Elle peut à peine marcher. Cette phrase m'a heurté différemment de celle de mon père. La sienne était calculée. Celle de Brenda était négligente. Je ne sais toujours pas laquelle était la pire. J'ai pris la valise d'Hazel. Elle était plus lourde qu'elle n'aurait dû. Elle avait tout emporté. Des vêtements pour 3 semaines, son étui à lunettes de lecture, sa Bible, un petit sac de bonbons au caramel qu'elle gardait toujours dans son sac. Nous avons marché ensemble jusqu'au parking. Personne ne nous a suivis. Personne n'a appelé. Les portes automatiques se sont refermées derrière nous, et l'air de décembre semblait différent de ce qu'il était 20 minutes plus tôt. Plus froid, plus vif, comme un réveil brutal. Hazel a attrapé ma main. Ses doigts étaient fins et froids. Tu n'étais pas obligé de faire ça, a-t-elle dit. Si, j'étais obligé. Nous sommes rentrés en silence. J'ai porté sa valise à l'intérieur. Elle s'est assise dans le fauteuil d'Earl et a fixé le mur. J'ai préparé du thé. Elle n'en a pas bu. Cette nuit-là, j'ai dormi dans sa chambre d'amis. Le matelas était fin. Le chauffage cliquetait toutes les 20 minutes, et je suis resté allongé dans le noir, à compter.
à compter ce que mon père avait fait, et à compter ce que j'étais sur le point de faire. Le matin est arrivé, gris et froid. Je me suis réveillé à 6h30 au son d'une poêle sur la cuisinière. Hazel était dans la cuisine. Elle s'était peignée et avait mis ses chaussons. Elle préparait des œufs. La poêle en fonte, noire, lourde, culottée par 50 ans d'utilisation, était sur le feu avant. Ton grand-père l'a achetée dans un marché aux puces en 1973, a-t-elle dit. 50 ans, et elle cuit toujours mieux que n'importe quoi. Je me suis assise à table et j'ai regardé autour de moi. La cuisine n'avait pas changé depuis mon enfance. Mais les détails, si. Le réfrigérateur était presque vide, des œufs, un demi-gallon de lait, du beurre, et un bocal de cornichons. Les flacons de médicaments alignés sur le comptoir étaient tous des génériques. J'en ai reconnu deux. L'un pour la tension artérielle, l'autre pour l'inflammation articulaire. Tous deux des alternatives moins chères aux marques qu'elle prenait habituellement. Le thermostat sur le mur indiquait 16 degrés Celsius, en décembre. Grand-mère, quand est-ce que papa est passé la dernière fois? Elle a cassé un œuf dans la poêle. Oh, il prend de mes nouvelles. Il récupère le courrier. Il récupère ton courrier. Il dit que c'est plus simple. Quelque chose à propos du vol d'identité. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai fait la vaisselle. J'ai séché la poêle et les raccroché à son crochet. Puis je suis allé à la porte d'entrée et j'ai regardé la fente à courrier. Le panier en dessous était rempli de catalogues et de publicités, Bed Bath & Beyond, un dépliant de AARP pour l'entretien des pelouses datant de 2023. Mais pas de relevé bancaire, pas de documents financiers, pas de récapitulatif de compte, rien de la sécurité sociale, rien de la banque, pas un seul. 7 ans de travail en gériatrie m'avaient appris à remarquer les choses qui manquaient, avant de remarquer les choses qui n'allaient pas. Loretta Sims vivait à côté. Elle avait 68 ans, veuve, retraitée du bureau du greffier du comté, et le genre de voisine qui remarquait tout et ne disait rien, sauf si on lui demandait. Je lui ai demandé. Elle est passée cet après-midi-là, avec un plat en gratin enveloppé dans du papier d'aluminium. Hazel était allée s'allonger. Elle était fatiguée d'une manière qui allait au-delà du sommeil. Loretta et moi nous sommes assises sur le porche. L'air était humide. Plus bas dans la rue, quelqu'un avait déjà installé des lumières de Noël. Je me suis inquiété pour Hazel, a dit Loretta. Elle parlait à voix basse. Elle allait au Cracker Barrel tous les vendredis avec les dames de l'église. Elle a arrêté il y a environ 2 ans. Elle disait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Ne pas pouvoir se permettre le Cracker Barrel? Loretta a secoué la tête. Et ton père passe tous les 2 mardis. Il prend le courrier de la boîte avant même qu'Hazel ne se lève. Je le vois depuis la fenêtre de ma cuisine. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Il entre? Jamais. Il reste 5 minutes, pas plus. Il prend le courrier, remonte dans son camion. Il ne sonne pas, il n'entre pas. Elle a marqué une pause. Je ne veux pas causer de problème. Mais quelque chose ne va pas. Je connais Hazel depuis 19 ans. Elle apportait une tarte à chaque fête de quartier. Ces 2 dernières années, elle n'apporte rien. Elle dit qu'elle se restreint. J'ai remercié Loretta. J'ai lavé le plat du gratin. Je suis resté debout devant l'évier de la cuisine, fixant la boîte aux lettres par la fenêtre, jusqu'à ce que le soleil se couche. Ce soir-là, j'ai appelé la banque d'Hazel. Je me suis identifié comme sa petite fille et j'ai demandé des informations sur son compte. Je suis désolé, madame. Vous n'êtes pas une personne autorisée sur ce compte. Le signataire autorisé est Richard Frel. Le serrement dans ma poitrine s'est transformé en toute autre chose. Le classeur était dans la chambre d'amis. Il était beige, cabossé, et étiqueté avec du ruban adhésif, facture, impôt, médical, personnel. J'ai ouvert le tiroir, personnel. Derrière un dossier de vieilles cartes de Noël et une pile de copies de l'avis de décès d'Earl, je l'ai trouvé. Un document de 6 pages, notarié, daté d'il y a 5 ans. Une procuration durable accordant à Richard Alan Ferrell pleine autorité financière sur les comptes, les actifs et les affaires juridiques d'Hazel Mefrel. Il a dit que c'était juste au cas où quelque chose m'arriverait, a dit Hazel depuis le seuil de la porte. Elle s'appuyait sur le cadre, les bras croisés, pour qu'il puisse payer mes factures si je ne le pouvais pas. J'ai lu chaque paragraphe.
Le langage était large. Accès à tous les comptes bancaires, autorité pour rediriger le courrier, autorité pour changer les bénéficiaires des polices d'assurance, autorité pour effectuer des retraits, pour le bien du mandant. Grand-mère, connais-tu les soldes de tes comptes? Elle a secoué la tête. Richard s'en occupe. Il dit que j'ai largement de quoi faire. J'ai photographié chaque page, recto et verso. J'ai remis le document exactement là où je l'avais trouvé, et j'ai fermé le tiroir. Elle m'a regardé. Tu penses que quelque chose ne va pas? Je pense que nous devons le découvrir. Elle s'est assise sur le bord du lit d'amis. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Elle a regardé le sol, puis moi. C'est mon fils, Johanna. Je sais. Si vous regardez ceci et que vous avez un parent vieillissant, demandez-lui dès maintenant qui a la procuration. Connaissent-ils les soldes de leur propre compte? Peuvent-ils se connecter à leur propre banque? N'attendez pas. Ne supposez rien. Demandez. Car au moment où vous remarquerez que quelque chose ne va pas, les dégâts seront déjà faits. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mais je n'étais plus confuse. Jour 4. J'ai appelé ma superviseure à l'hôpital et j'ai demandé une semaine de congé payé. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a dit, prends tout le temps dont tu as besoin. J'ai commencé par la sécurité sociale. Le bureau régional m'a mise en attente pendant 41 minutes, avant qu'un employé ne confirme que le dépôt direct d'Azel était actif, mais que le compte de réception avait été redirigé 2 fois au cours des 3 dernières années. D'abord de son compte d'épargne original vers un compte joint, puis du compte joint vers un dont elle n'avait jamais entendu parler. Je ne peux pas vous donner les détails du compte, sauf si vous avez l'autorisation, a dit l'employé. Je n'avais pas l'autorisation. Richard, si. Alors j'ai demandé à Azel. Pouvons-nous aller à la banque ensemble, juste pour vérifier? Elle a hésité. Elle a posé ses mains sur la table de la cuisine, paume à plat, et a regardé la fenêtre. Richard a dit que je n'avais plus besoin d'y aller. Il gère ça en ligne. Grand-mère, c'est ton argent. Tu as tout à fait le droit d'entrer dans cette banque et de demander à voir tes propres comptes. Elle a réfléchi un moment. Je n'ai pas insisté. J'ai préparé le déjeuner, une soupe à la tomate en conserve, un croque-monsieur dans la poêle en fonte. Nous avons mangé sans parler. Le réfrigérateur bourdonnait. L'horloge sur le mur faisait tic-tac. Après le déjeuner, elle s'est levée et est allée dans sa chambre. Elle est revenue en portant son manteau bleu marine. Allons-y, a-t-elle dit. J'ai conduit. Elle était assise sur le siège passager, avec son sac à main sur ses genoux, les 2 mains sur le fermoir. La Maryville Community Bank était à 7 minutes, à un coin de rue près de l'ancienne quincaillerie. Elle y avait son compte depuis plus de 30 ans. Ce que nous avons découvert à l'intérieur de ce bâtiment a fait trembler mes mains. Et je ne suis pas du genre à avoir les mains qui tremblent. La directrice de l'agence s'appelait Tina. Elle était polie, professionnelle, et visiblement mal à l'aise lorsqu'elle a affiché les comptes d'Azel. Madame Frel, votre compte d'épargne retraite principal avait un solde de 212 000 € il y a 5 ans. Elle a tourné l'écran. Le solde actuel est de 41 600 €. Azel s'est penché en avant. Ce n'est pas possible. Tina a imprimé l'historique complet des transactions. 5 ans de retrait. Je les ai lus, les mains à plat sur la table pour qu'elle reste immobile. 3 000 € par-ci, 5 000 par-là. 12 000 € pour des réparations domiciliaires en mars 2022, l'année même où les gouttières d'Azel ont commencé à s'affaisser. 8 000 € pour des frais médicaux en août 2023, un mois où l'assurance d'Azel a couvert toutes les factures. L'argent du voyage en Europe était le dernier en date. 30 000 €, retirés il y a 8 semaines, étiquetés fonds de voyage. Plus de 140 000 €, envolés. Chaque retrait autorisé par un seul nom, Richard Frel. Azel était assise sur la chaise en vinyle. Elle a pris l'imprimé, l'a lu une fois, l'a plié en 2, puis en 4. Elle a ouvert son sac à main et l'a placé à côté du porte-cartes d'embarquement vide. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas élevé la voix. Elle est restée parfaitement immobile, comme le font les gens quand le monde bascule et qu'ils ont besoin d'une seconde pour reprendre pied. La directrice de l'agence a demandé si nous voulions déposer un rapport auprès de la banque. Pas encore, ai-je dit. Nous devons d'abord tout voir. Nous sommes rentrés à la maison.
Hazel a fixé la fenêtre du passager pendant tout le trajet. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas allumé la radio. Quand je me suis garé dans l'allée, elle a posé sa main sur mon bras. « Depuis combien de temps ?» a-t-elle dit. « 5 ans, ai-je répondu. « Au moins. » Elle a détaché sa ceinture, est sortie, a marché jusqu'à la porte d'entrée, et pour la première fois depuis l'aéroport, j'ai vu ses mains cesser de trembler. Elle est allée à la cuisine, a ouvert le réfrigérateur, l'a refermé, l'a rouvert. Elle ne cherchait pas de nourriture. Elle regardait ce qui manquait. J'ai économisé cet argent pendant 22 ans, a-t-elle dit. Elle me tournait le dos. J'ai commencé l'année après la mort d'Earl. Chaque paie, chaque remboursement d'impôts, chaque été où j'ai sauté les vacances. Elle s'est retournée. J'avais l'habitude de le calculer chaque réveillon du Nouvel An. Assise à cette table, avec un crayon et une calculatrice, j'écrivais le total sur un morceau de papier et je le mettais dans le tiroir. 212 000 €. J'étais fier de ce nombre. Grand-mère, laisse-moi te dire. Elle a tiré une chaise et s'est assise. Je lui ai fait confiance, parce que c'est mon fils. Je n'ai pas vérifié, parce que je croyais qu'une mère ne devrait pas avoir à vérifier son propre enfant. Elle a marqué une pause. C'est ça qui fait mal. Elle s'est levée et est allée dans sa chambre. La porte s'est refermée doucement. Elle n'est pas sortie pour le dîner. J'ai réchauffé le gratin de Loretta et j'ai mangé seul à la table de la cuisine, avec l'imprimé de la banque à côté de mon assiette. Colonne après colonne, année après année, transaction après transaction, chacune estampillée du code d'autorisation de Richard, chacune puisant dans un total qui avait mis 2 décennies à se construire, et 5 ans à se vider. J'ai lavé l'assiette. Je l'ai mise sur l'égouttoir. Je suis resté assise dans la maison silencieuse, et j'ai écouté le chauffage cliqueter. À 23 heures, Hazel est sortie de sa chambre. Elle portait sa robe de chambre et ses lunettes de lecture. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. L'imprimé de la banque était toujours sur la table, entre nous. Elle a croisé les mains, m'a regardé, et elle l'a dit simplement, sans drame, sans larmes. Aide-moi à réparer ça, ma chérie. Pas de vengeance, pas de colère, pas de « fais-le payer ». Réparer, restaurer, récupérer. 5 mots qui m'ont dit exactement qui était Hazel Frel, sous la douleur. Nous avons besoin d'un avocat, grand-mère. Quelqu'un de spécialisé dans ce domaine. Elle a hoché la tête lentement. Je ne veux pas que Richard aille en prison. Il ne s'agit pas de prison. Il s'agit de récupérer ton argent, et de s'assurer qu'il ne pourra plus jamais en prendre. Elle a regardé l'imprimé de la banque. Ton grand-père aurait mis le feu à la maison. Nous n'allons rien brûler. Nous allons être plus malins que ça. Elle a souri. C'était un petit sourire, fatigué, mais il était réel. Earl disait toujours, j'ai fait un bon mariage, parce que j'ai épousé quelqu'un de plus intelligent. Nous sommes restés assises à cette table jusqu'à minuit. J'ai commencé une liste sur un bloc-notes jaune. Relevé bancaire, 5 ans de relevé. Document de procuration, photographié, l'original toujours dans le classeur. Témoignage de Loretta, je lui demanderai de rédiger une déclaration. Redirection de la sécurité sociale, documentée par l'appel téléphonique. Accès aux emails, l'ordinateur de bureau d'Hazel était toujours connecté à la messagerie familiale que Richard avait configurée des années auparavant. Avant de me coucher, j'ai envoyé un SMS à ma collègue, le docteur Patel, à l'hôpital. Elle travaillait en gériatrie et avait des contacts dans tous les coins du système de soins aux personnes âgées. J'ai besoin d'une recommandation. Avocat spécialisé dans le droit des aînés, Tennessee de l'Est. Urgent. Elle a répondu en 3 minutes. Marcus Webb. Le meilleur de la région. Il ne perd jamais. J'ai enregistré le nom, j'ai mis mon réveil à 7 heures. Et pour la première fois en 4 jours, je me suis endormi avant minuit. Pas parce que je me sentais mieux, mais parce que j'avais un plan. Et un plan, c'est la première chose qui sépare le deuil de l'action. Jour 6. Mon téléphone a vibré avec une notification photo du groupe de discussion familiale. Le visage de Richard devant le Colisée, le bras autour de Brenda, tous deux avec des lunettes de soleil. Légende, jour 3 à Rome. On vit le rêve. J'ai fait défiler. Diane avec une écharpe de marque sur la place d'Espagne. Greg et les enfants mangeant une glace dans une rue pavée.
Brenda a une dégustation de vin, levant un verre vers l'appareil photo, avec les collines de Toscane en arrière-plan. Richard a envoyé un SMS à Hazel séparément. Un selfie à la fontaine de Trévi. Tu me manques, maman. J'aimerais que tu sois là. Hazel était assise dans le fauteuil d'Earl quand le SMS est arrivé. Elle l'a lu. Puis elle a retourné son téléphone, face contre la coudoir, et est revenue à ses mots croisés. Elle n'a pas répondu. J'ai pris son téléphone après qu'elle soit allée se coucher. J'ai ouvert le groupe de discussion et j'ai fait défiler jusqu'au fil de confirmation de vol, datant de plusieurs semaines. Richard avait partagé une capture d'écran de la réservation, 12 noms, 12 billets. J'ai zoomé. Le nom d'Hazel n'y figurait pas. Il n'y avait jamais figuré. Puis j'ai vérifié les détails de la réservation qu'il s'était transféré à lui-même. 3 passagers surclassés en classe affaires, Richard Frel, Brenda Frel, Diane Mitchell. Coût par surclassement, 4 200 €. Mode de paiement, compte se terminant par 7841. Compte 7841. Le compte d'épargne d'Hazel. Il visitait l'Europe avec l'épargne retraite de ma grand-mère, sirotant un prosecco qu'elle avait été trop économe pour s'acheter, dormant dans des hôtels surclassés avec de l'argent qu'elle pensait être en sécurité dans sa banque. J'ai reposé le téléphone. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et c'est là que j'ai trouvé l'email qui a tout changé. L'ordinateur de bureau était dans une chambre d'amis, un vieux Dell, lent et bourdonnant. Richard avait configuré la messagerie familiale des années auparavant, une plateforme partagée où il gérait la correspondance du ménage, transférait les notifications bancaires et s'occupait des réservations de voyage. Hazel ne l'utilisait jamais. Elle ne connaissait pas le mot de passe. Elle n'en avait pas besoin. Le navigateur était toujours connecté. J'ai ouvert le dossier des éléments envoyés, trié par date. 3 mois avant le voyage, je l'ai trouvé. 2. Richard Frel. A. Diane Mitchell. Objet, logistique du voyage. Le deuxième paragraphe. Ne réserve pas le billet de maman. Dis-lui qu'on s'en occupe. Elle ne remarquera même pas que l'argent a disparu. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Chaque mot s'est posé dans ma poitrine comme une pierre. Elle ne remarquera même pas que l'argent a disparu. En dessous, une chaîne de messages transférés. Richard à l'agent de voyage. La même semaine. Surclassé le groupe Feral, 3 sièges en classe affaires. Facturé au compte se terminant par 7841. Compte 7841. Le même compte. L'épargne d'Hazel. J'ai ouvert le dossier qu'Hazel gardait dans son sac. L'itinéraire imprimé que Richard lui avait donné, celui qu'elle avait glissé dans son porte-carte d'embarquement des semaines avant le voyage. Il avait l'air légitime, date, ville, nom d'hôtel, mais aucune référence de réservation, aucun code de confirmation, aucun localisateur de compagnie aérienne. Info, conçu pour faire croire à une femme de 74 ans qu'elle avait une place dans un avion qui n'a jamais été le sien. J'ai oublié ton billet. Il n'avait pas oublié. Il ne l'avait jamais acheté. Le plan avait toujours été de la laisser planter à cette porte d'embarquement. J'ai branché une clé USB. J'ai sauvegardé chaque email, chaque reçu transféré, chaque fil de discussion. J'ai nommé le dossier « Preuve » et j'ai éjecté la clé. J'ai fermé l'ordinateur portable, et j'ai appelé Marcus Webb. Jour 8, Knoxville. Le bureau de Marcus Webb était au 2e étage d'un immeuble en briques, près de Market Square. Petit cabinet, 4 avocats, spécialisés en droit des aînés. La salle d'attente avait des chaises en vinyle et un tableau encadré des Smoky Mountains. Marcus avait 48 ans, grand, les tempes grisonnantes. Il portait une cravate bleue et des lunettes de lecture qui le remontaient toutes les quelques minutes. Son bureau était ordonné, un bloc-notes jaune centré, 2 stylos parallèles. Hazel était assise en face de lui, dans son manteau bleu marine. J'étais assise à côté d'elle. J'ai posé la clé USB, la procuration photographiée, l'imprimé de la banque, et la déclaration manuscrite de Loretta sur son bureau. Il a tout lu. 22 minutes de silence, pendant qu'il tournait les pages et faisait défiler les fichiers. Puis il a regardé Hazel. Madame Frel, c'est un cas d'école d'exploitation financière d'une personne adulte vulnérable. Code du Tennessee, section 71-6-117. Il a exposé les options.
1. Déposer une requête d'urgence pour révoquer la procuration. 2. Un procès civil pour le recouvrement de tous les fonds détournés. 3. Un signalement au service de protection des adultes pour une enquête formelle. 4. Un renvoi pénal potentiel au procureur de district. Hazel s'est redressé. Je veux juste récupérer mon argent, et je veux mon nom sur mes propres comptes. Marcus a hoché la tête. Nous pouvons le faire. Mais votre fils doit comprendre que cette affaire ne va pas disparaître discrètement. Il a marqué une pause avant que nous partions. Madame Frel, une dernière question. Savez-vous qui est le bénéficiaire actuel de votre police d'assurance vie? Hazel a secoué la tête. Marcus l'a affiché sur son écran. Le bénéficiaire avait été changé 18 mois plus tôt. Le nouveau bénéficiaire unique était Richard Alan Ferrell. Hazel a fixé l'écran. Elle n'a pas scié. Elle n'a pas parlé. Marcus a fermé le dossier. Nous commençons demain. Les jours 9 à 12 se sont déroulés comme une chirurgie, précis, méthodique, sans mouvement inutile. Marcus a déposé la requête d'urgence pour révoquer la procuration le jour 9. La motion pour une ordonnance restrictive temporaire sur les comptes d'Hazel a suivi le même après-midi. Hazel a signé chaque affidavit à la table de la cuisine, ses lunettes de lecture sur le nez, et une tasse de café refroidissant à côté d'elle. La banque a coopéré dès qu'ils ont vu le dépôt au tribunal. Les comptes d'Hazel ont été gelés. Pas de retrait, pas de transfert, pas de changement sans l'approbation d'un juge. Elle a été à nouveau désignée comme la seule partie autorisée, pour la première fois en 5 ans. Les soirées ont pris un rythme. Je préparais le dîner pendant qu'Hazel examinait les documents à table. La poêle en fonte restait sur la cuisinière la plupart des soirs. Poulet grillé, œufs brouillés, pommes de terre frites avec des oignons. La cuisine sentait comme lorsque j'étais enfant. Tu cuisines comme Earl, a dit Hazel un soir. Main lourde sur le beurre, légère sur la patience. Le jour 11, la carte de crédit de Richard, liée au compte d'Hazel, a été refusée à Venise. Il a envoyé un SMS à Hazel. Maman, il y a un problème avec la banque. Peux-tu les appeler? Hazel m'a montré le SMS. Je l'ai lu. J'ai rendu le téléphone. Ne réponds pas. Elle a mis le téléphone dans le tiroir à bric-à-brac, à côté d'un rouleau de ruban adhésif et d'une lampe de poche avec des piles mortes. Jour 13. Marcus a appelé. Le tribunal avait accepté la requête. Une audience était prévue dans 3 semaines. La révocation d'urgence de la procuration a été accordée immédiatement, en attente d'examen. L'accès de Richard à chaque compte, chaque police, chaque document lié à Hazel Meffrel était suspendu. Il n'en avait aucune idée. Il était toujours en Italie, sirotant un vin qu'il avait acheté avec de l'argent volé à sa propre mère. Jour 14. Florence, Italie. Richard m'a appelé à 6 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe avec la banque de maman? Ma carte a été refusée 2 fois. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine d'Hazel. La boîte aux lettres était vide. Loretta arrosait les plantes de son porche. Je ne sais pas, papa. As-tu essayé d'appeler la banque? Bien sûr que j'ai essayé. Ils ont dit que mon autorisation avait été suspendue. Ça n'a aucun sens. Ça semble étrange, en effet. Il a attendu que j'en dise plus. J'ai laissé le silence s'installer. Johanna, je gère ses finances. J'ai besoin d'un accès. Peut-être qu'il y a une erreur de système. Les banques font des erreurs. Il a raccroché. 20 minutes plus tard, il a appelé Hazel. Elle a regardé le téléphone sonner sur le comptoir. Elle n'a pas décroché. Il a appelé 3 autres fois. Elle a laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Diane m'a appelé cet après-midi-là. Sa voix était tendue, comme elle le devient quand elle essaie de paraître décontractée, mais ne l'est pas. Est-ce que quelque chose ne va pas avec maman? Elle ne répond pas. Grand-mère va bien. Elle se repose. Richard dit que sa carte a été refusée. Il pense qu'il s'est passé quelque chose avec la banque. Je ne sais rien à ce sujet. Il y a eu une pause. Johanna, si tu as fait quelque chose. Diane, je prépare le dîner. Je te parlerai plus tard. Ce soir-là, Richard a envoyé un SMS. Le ton était différent maintenant. Plus de fils inquiets.
Plus de titulaire de compte confus. C'est ridicule. Je suis le signataire autorisé. J'ai besoin que cet accès soit restauré immédiatement. J'ai lu le SMS et je n'ai rien ressenti. Il gérait les finances de ma grand-mère comme un renard gère un poulailler, avec un accès total et une responsabilité nulle. Puis son dernier SMS de la nuit. Je rentre plus tôt. J'ai réservé un vol pour mardi. Si quelqu'un dans votre famille est le seul à avoir accès à l'argent d'un parent âgé, et qu'il se met en colère lorsque vous posez des questions, faites confiance à cet instinct. Vous n'êtes pas paranoïaque. Il compte sur votre silence. Jour 17. Le camion de Richard s'est garé dans l'allée d'Azel à 14 heures. Il était mal rasé, veste froissée. Le bronzage de Rome faisait paraître les cernes sous ses yeux plus sombres. Il a frappé une fois, puis a ouvert la porte sans attendre. « Maman, il faut qu'on parle de la banque. » C'est moi qui étais dans le couloir. « Entre, papa. » Il a regardé par-dessus mon épaule, vers la cuisine. La table était couverte de dossiers organisés avec des onglets de couleur, un ordinateur portable ouvert sur une feuille de calcul. L'imprimé de la banque, maintenant long de 3 pages, épinglé sous une tasse de café. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Assieds-toi. » Il ne s'est pas assis. Il s'est approché. « Que as-tu fait, Johanna ? » Grand-mère m'a demandé de l'aider. « T'aider pourquoi ? Ça ne te regarde pas. Ces finances sont ma responsabilité. Les finances de grand-mère sont la responsabilité de grand-mère. Et elle est juste là. » Azel est apparue dans le couloir. Elle portait sa robe de maison et ses lunettes de lecture. Elle tenait une tasse de thé. Elle a regardé Richard comme on regarde la météo. Quelque chose que l'on accepte, mais avec lequel on ne négocie pas. « Richard, assieds-toi. » Il s'est assis. Ses mains étaient à plat sur la table. Sa mâchoire était serrée. Il n'arrêtait pas de regarder les dossiers, comme s'ils pouvaient disparaître s'il les fixait assez fort. Je n'ai pas mentionné les emails. Je n'ai pas mentionné Marcus Webb. Je n'ai pas exposé les preuves. Pas encore. Papa, grand-mère veut comprendre ses comptes. Peux-tu nous expliquer les retraits ? Il s'est redressé. Je n'ai rien à expliquer. J'ai la procuration. Un temps. J'ai laissé le mot atterrir. Tu avais. La couleur a quitté son visage. Ce n'était pas lent. Ce n'était pas progressif. C'était instantané. Comme si quelqu'un avait débranché une prise. Que veux-tu dire par avait ? Le tribunal a accordé une ordonnance d'urgence, ai-je dit. Ta procuration a été suspendue, en attente d'un examen judiciaire. Richard s'est levé si vite que sa chaise a raclé le lino. Vous êtes allé au tribunal dans mon dos ? Je suis restée assise. Tu as pris plus de 140 000 € à une femme de 74 ans dans le sien. Ce n'est pas je gérais. Tu gérais ça comme tu as géré son billet d'avion, papa. Son visage a changé, la colère d'abord, puis quelque chose de plus lent. La prise de conscience que le sol s'était dérobé sous ses pieds, et qu'il ne l'avait pas senti. Maman. Il s'est tourné vers Azel. Dis-lui d'arrêter ça. Je protégeais ton argent. Je l'ai déplacé parce que les taux d'intérêt étaient. Richard. Azel a posé son thé sur le comptoir. J'ai vu les relevés bancaires. Tous. Maman, tu ne comprends pas comment fonctionnent ces comptes. Je comprends que j'avais 212 000 € il y a 5 ans, et que maintenant j'en ai 41 000. Il s'est tu. Le réfrigérateur bourdonnait. Le chauffage s'est enclenché au bout du couloir. Je peux expliquer chaque transaction. Tu pourras les expliquer à Marcus Webb, ai-je dit. Notre avocat. Le mot a atterri. Avocat. Sa bouche s'est ouverte. C'est refermé. C'est rouverte. Avocat ? Maman, tu n'as pas besoin d'un avocat. Je suis ton fils. Azel n'a pas bronché. Un fils qui a oublié mon billet d'avion. Silence. Le genre qui remplit une pièce comme de l'eau. Richard a pris sa veste sur le dossier de la chaise. Il n'a pas regardé les dossiers. Il n'a pas regardé l'imprimé de la banque. Il ne m'a pas regardé. Il est allé à la porte d'entrée et l'a claqué assez fort pour faire vibrer la poêle en fonte sur son crochet. À travers la fenêtre,
j'ai vu son camion sortir de l'allée en marche arrière. Il était au téléphone avant d'atteindre la rue. Le lendemain matin, Diane a appelé de Paris. Le reste de la famille était encore là-bas. 3 jours restant au voyage. Joe, que se passe-t-il? Richard est en train de perdre la tête. Il dit que vous avez engagé un avocat. Savais-tu qu'il prenait l'argent de grand-mère? Silence. Pas le genre de silence qui signifie la surprise. Le genre qui signifie le calcul. Il gérait les choses. Maman ne comprend pas les finances à ce niveau-là. Il a pris plus de 140 000 €, Diane. Le savais-tu? Une autre pause. Écoute, Richard gère les comptes de la famille. Quoi qu'il ait fait, je n'y suis pour rien. Les relevés bancaires montrent un virement de 25 000 € sur ton compte il y a 2 ans, étiqueté rénovation domiciliaire. Était-ce aussi gérer l'argent de maman? Elle a eu le souffle coupé. C'était différent. Richard a dit que maman voulait t'aider pour ma cuisine. As-tu demandé à maman? Rien. L'as-tu fait? Rien. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai regardé le plafond. Et pendant un instant, un bref instant non désiré, je me suis souvenu de Diane au Noël de famille, quand j'étais enfant. Elle s'asseyait toujours sur le bord. Hazel était dans la cuisine avec Richard, l'aidant avec la dinde, riant à ses blagues. Diane était dans le salon, pliant des serviettes que personne ne lui avait demandé de plier. Une fois, quand elle avait peut-être 40 ans, je l'ai entendu dire à Greg, « Maman a toujours préféré Richard, même quand il ne le méritait pas. » Je comprenais la blessure. Je ne pardonnais pas le vol. Ce sont 2 choses différentes, et les confondre est la façon dont les gens se persuadent d'excuser ce qui ne devrait jamais être excusé. 2 heures plus tard, Loretta m'a envoyé une capture d'écran qu'elle avait prise du Facebook de Diane. Une publication rapidement supprimée. La famille, c'est compliqué. Parfois, les personnes qui vous jugent le plus durement sont celles qui n'ont jamais eu à lutter. J'ai sauvegardé la capture d'écran, et je suis retourné au travail. Jour 19. Bureau de Marcus Webb. Il avait libéré son après-midi. Le bloc-notes jaune était plein. Il a remonté ses lunettes et a exposé la stratégie comme un plan d'architecte. Révocation de la procuration accordée. Ordonnance d'urgence déjà en vigueur. Procès civil engagé. Demande de restitution de 140 000 € en fonds détournés. Plus les frais de justice. Service de protection des adultes notifiés. Enquêteur de cas assigné. Enquête ouverte. Changement de bénéficiaire de l'assurance vie signalé comme fraude potentielle. Hazel n'a jamais autorisé la modification, nous avons sa déclaration sous serment. Il s'est tourné vers Hazel. Quand le reste de votre famille rentre-t-il d'Europe? Dans 4 jours, a-t-elle dit. J'aimerais être présente lorsque vous leur parlerez. Tous ensemble. Hazel a regardé ses mains. Vous voulez faire ça chez moi? Votre maison, Madame Frel. Votre table. Vos règles. Elle a hoché la tête. Alors nous le ferons dans la salle à manger. Marcus a préparé un classeur. Des relevés bancaires organisés par année, des impressions de mai surlignées en jaune, la chaîne de « J'ai oublié ton billet », les surclassements en classe à faire, la ligne belle ne remarquera même pas, le document de procuration avec des notes autocollantes sur chaque clause pertinente. Des ordonnances du tribunal dans des pochettes transparentes, une chronologie qu'il avait construite sur une seule feuille, 5 ans de retrait tracés par rapport aux dates et aux excuses. Il a fermé le classeur et l'a tendu à Hazel. Elle l'a tenu contre sa poitrine avec ses 2 bras, comme on tient quelque chose qui vous protège. Madame Frel, vous n'aurez pas à dire un mot pendant cette réunion. C'est pour ça que je suis là. Elle l'a regardé, puis moi. Je sais, a-t-elle dit. Mais j'ai quelque chose à dire. Nous sommes rentrés dans le noir. Hazel a tenu le classeur sur ses genoux pendant tout le trajet. Elle ne l'a pas ouvert. Les jours 19 et 20 ont été calmes. Le genre de calme qui s'installe dans une maison lorsque 2 personnes attendent quelque chose sur lequel elles ne pourront pas revenir. Le matin, nous préparions le petit déjeuner ensemble. Hazel m'a appris sa recette de pain de maïs. 2 tasses de semoule de maïs, 1 tasse de farine. Ne laisse pas l'huile fumer. Et pour l'amour de tout, n'ouvre pas le four avant 25 minutes. L'après-midi, nous marchions jusqu'à la boîte aux lettres de Loretta et retour.
Hazel se déplaçait lentement avec sa canne, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle m'a raconté des histoires sur Earl, comment il s'était rencontré à un bal d'anciens combattants en 1970, comment il lui avait demandé sa main avec une bague faite d'une pièce tordue, parce qu'il ne pouvait pas s'en offrir une vraie. Comment il avait brûlé le pain grillé chaque matin pendant 40 ans, sans jamais essayer de s'améliorer. Je ne déteste pas Richard, a-t-elle dit lors de la deuxième promenade. L'air était assez froid pour voir son souffle. C'est ce qui rend cela difficile. Je déteste ce qu'il a fait. Mais je l'ai élevé. On peut aimer quelqu'un et quand même le tenir pour responsable. Elle m'a regardé. C'est ce que ton grand-père disait. Mot pour mot. Sur le porche ce soir-là, elle m'a demandé comment j'avais remarqué les anomalies, le courrier manquant, le thermostat bas, le réfrigérateur vide. Grand-mère, je travaille avec des patients âgés tous les jours. Je remarque quand quelqu'un vit en dessous de ses moyens. Je remarque quand le courrier disparaît. Je remarque quand le thermostat est réglé 10 degrés plus bas qu'il ne le devrait. Je l'ai regardé. Je remarque tout. C'est mon travail. Elle s'est penchée et m'a serré la main. Jour 20. Richard a laissé un message vocal. Sa voix était plate, contrôlée, jouant le calme. Maman, je rentre mardi. Il faut qu'on parle. Juste nous deux. Hazel a écouté le message une fois et l'a supprimé. La nuit avant le retour de la famille, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans le lit d'amis, fixant le plafond. Le chauffage s'enclenchait et s'arrêtait. Au bout du couloir, la chambre d'Hazel était sombre. Dehors, la lumière du porche de Loretta vacillait. J'avais utilisé 2 semaines de congés payés. Ma superviseure m'avait envoyé un SMS cet après-midi-là. Pas de précipitation. Tes patients sont pris en charge. Elle n'a pas demandé de détails. Elle n'en avait pas besoin. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Richard, 2 de Diane, 1 de Brenda. Son message était prudent, répété. Johanna, s'il te plaît, appelle-moi. Ça devient incontrôlable. Nous pouvons régler ça en famille. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet et j'ai pressé mes paumes contre mes yeux. C'était mon père. L'homme qui m'a appris à faire du vélo dans l'allée de cette maison. L'homme qui m'a conduite à l'orientation de l'école d'infirmière à l'université du Tennessee et m'a aidé à monter mes cartons sur 3 étages. L'homme qui a pleuré à ma remise de diplôme et m'a dit qu'il était fier de moi. L'homme qui a volé 140 000 € à sa propre mère, et l'a laissé planter à une porte d'aéroport avec une valise vide et un faux itinéraire. Les gens me demandent si je me suis senti trahi. La vérité est plus simple, et pire. J'avais vu des patients âgés se faire exploiter par des membres de leur famille pendant 7 ans. Je connaissais le scénario. Je reconnaissais les schémas, le courrier redirigé, la procuration large, l'isolement, l'écart de style de vie. Ce que je ne savais pas, c'était à quel point ça ferait mal, quand l'auteur partagerait mon nom de famille. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai revu la chronologie de Marcus une dernière fois. Chaque date, chaque euro, chaque mensonge. Mardi matin, 7 heures précises. La Volvo grise de Marcus Webb s'est garée dans l'allée. Marcus est arrivé, portant une mallette en cuir et un calme qui a rempli la pièce. Il a posé le classeur de preuves sur la table de salle à manger d'Hazel et a redressé sa cravate. J'ai arrangé les chaises. 6 autour de la table. Marcus en bout de table. Hazel à sa droite. Moi à côté d'Hazel. 3 chaises en face pour Richard, Diane, Brenda. La même table où Hazel avait organisé Thanksgiving pendant 30 ans. La même table où mon père s'était levé, son verre à la main, pour annoncer le voyage en Europe qui n'était jamais censé inclure sa mère. Hazel est sortie de sa chambre dans son chemisier d'église, crème avec de petits boutons de nacre. Elle portait ses boucles d'oreilles en perles. Elle avait repassé son pantalon et s'était peignée en arrière, comme elle le faisait toujours pour les grandes occasions. Si nous faisons ça, a-t-elle dit, je vais ressembler à moi-même. J'ai redressé les dossiers sur la table, les relevés bancaires classés par année, de 2021 à 2025, les emails imprimés et surlignés, le document de procuration avec des notes autocollantes, le faux itinéraire à côté du vrai reçu de réservation. La chronologie de Marcus était étalée au centre, comme une carte. Hazel s'est assise sur sa chaise et a croisé les mains. Marcus a ouvert sa mallette et a placé un stylo à côté de son bloc-notes. Madame Frel,
a-t-il dit, quand votre fils entrera, vous n'aurez rien à dire. C'est pour ça que je suis là. Elle l'a regardé fixement. Je sais, mais j'ai quelque chose à dire. La cafetière a bipé. J'ai versé 3 tasses, les ai posées sur la table. La maison sentait le normal, le café, le vieux bois, la légère lavande du spray pour le linge d'Azel. Normal, familier, et complètement irréversible. À 9h47, le camion de Richard s'est garé dans l'allée. La voiture de location de Diane était juste derrière lui. Richard est entré le premier. Il était bronzé, nouvelle veste, des mocassins qui semblaient avoir été achetés quelque part entre Florence et Londres. Il a vu Marcus à table et s'est arrêté sur le seuil. Qui est-ce? Assieds-toi, papa. Diane est entrée derrière lui. Elle portait son sac à main à 2 mains, près de son corps. Elle a vu les dossiers sur la table et la couleur a quitté son cou, remontant vers le haut, comme une marée qui monte à l'envers. Brenda a suivi. Elle m'a regardé, puis Marcus, puis la table pleine de documents. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Grand-mère vous a invité ici, ai-je dit. S'il vous plaît, asseyez-vous. Richard n'a pas bougé. Je ne m'assois pas tant que quelqu'un ne me dit pas qui est cet homme. Marcus s'est levé. Il a boutonné sa veste d'une main et a tendu l'autre. Marcus Webb. Je représente votre mère, Azel Ferrell, dans l'affaire d'exploitation financière et de manquement au devoir de fiducie. Richard n'a pas serré sa main. Son bras est retombé le long de son corps. C'est insensé, maman. Assieds-toi, Richard. La voix d'Azel n'était pas forte. Elle était égale. La même voix qu'elle avait utilisée pendant 34 ans dans une classe de 3e année, quand les enfants n'écoutaient pas. Il s'est assis. Diane s'est assise. Brenda s'est assise. La pièce était silencieuse, à l'exception du réfrigérateur et du lent tic-tac de l'horloge sur le mur, au-dessus de la cuisinière. 6 personnes à une table. 3 tasses de café. Un classeur de preuves. Marcus a pris son stylo. Il a ouvert le classeur au premier onglet. La pièce sentait le café, la lavande, et l'inévitabilité tranquille de quelque chose qui se préparait depuis 5 ans. Marcus a ouvert le classeur. Le 12 mars 2021, Madame Frel a accordé une procuration à Richard Allan Frel. La voix de Marcus était plate, professionnelle, le genre de voix qui n'a pas besoin de s'élever pour être entendue. Il a tourné les pages, année par année, ligne par ligne. 2021, 18 000 €, classé comme entretien de la maison. Madame Frel, des réparations ont-elles été effectuées cette année-là? Non, a dit Azel. 2022, 31 000 €, classé comme frais médicaux. Mon assurance a tout couvert, a dit Azel. 2023, 27 000 €, classé comme gestion des investissements. Marcus a regardé Richard. Monsieur Frel, pouvez-vous fournir la documentation de tout compte d'investissement ouvert au nom de votre mère? Richard n'a rien dit. 2024, 34 000 €. Cela inclut un virement de 25 000 € sur le compte personnel de Diane Mitchell, classé comme rénovation domiciliaire. Diane a regardé la table, ses doigts crispés sur la sangle de son sac. 2025, 30 000 €, classé comme fonds de voyage. Marcus a marqué une pause. C'est le montant que Madame Frel a contribué au voyage familial en Europe, le voyage dont elle a été exclue à l'aéroport. Il a placé le faux itinéraire sur le côté gauche de la table. À côté, le vrai reçu de réservation. Voici ce que Madame Frel a reçu. Il a tapoté l'itinéraire. Aucune référence de réservation, aucun numéro de confirmation, conçu pour ressembler à un billet qui n'a jamais existé. Il a tapoté le reçu. Voici ce qui a été réellement réservé. 3 sièges en classe affaires à 4 200 € chacun, facturés sur le compte d'épargne de Madame Frel, se terminant par 7 841. Il a levé les yeux. Total détourné sur 5 ans, environ 140 000 €. Le visage de Richard était passé du rouge au blanc. Ses mains étaient à plat sur la table. Ses jointures étaient de la même couleur que la nappe. Diane n'avait pas levé les yeux depuis la mention des 25 000 €. Marcus est passé à l'onglet suivant. J'aimerais verser au dossier 2 communications par email. Richard s'est agité sur sa chaise. Ce sont des communications privées. Ce sont des preuves, Monsieur Frel.
Marcus a lu à voix haute. Sa voix est restée égale. Email de Richard Ferrell à Diane Mitchell. Objet, logistique du voyage. Deuxième paragraphe. Citation. Il a marqué une pause, a regardé la page, puis Richard. Ne réserve pas le billet de maman. Dis-lui qu'on s'en occupe. Elle ne remarquera même pas que l'argent a disparu. La pièce est devenue immobile. L'horloge faisait tic-tac. La main de Brenda est allée à sa bouche. Elle ne remarquera même pas que l'argent a disparu. J'ai parlé pour la première fois depuis le début de la présentation. J'ai gardé ma voix basse, stable. La même voix que j'utilise à l'hôpital, quand j'annonce à une famille quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. Tu lui as dit que tu avais oublié, mais tu n'as jamais acheté le billet. Tu avais prévu de la laisser à cette porte depuis le début. La mâchoire de Richard s'est crispée. Ce n'est pas. J'étais. Elle n'allait pas apprécier. Brenda lui a attrapé le bras. Richard, arrête de parler. Diane a levé les yeux. Je n'ai pas écrit cet email. Marcus a tourné une page. Vous êtes listé comme destinataire, Madame Mitchell. Et vous avez répondu. Il a lu, reçu. Je lui dirai que nous nous occupons de tout. Diane a fermé les yeux. Hazel n'avait pas parlé depuis le début de la présentation. Elle était assise, les mains jointes. Son dos était droit. Ses boucles d'oreilles en perles captaient la lumière du plafonnier. Elle regardait Marcus comme on regarde quelqu'un faire un travail minutieux et nécessaire. Richard était maintenant penché en avant, les coudes sur la table, la tête baissée. Le bronzage ne lui allait pas. Une peau dorée, tendue sur un homme qui s'effondrait. Marcus n'avait pas fini. Richard a levé les yeux. Ses yeux étaient humides. Pas de remords, d'exposition. Maman, j'essayais de t'aider. Cet argent était gaspillé, à dormir sur ce compte. Marcus n'a pas laissé la phrase atterrir. Gaspillé dans un compte d'épargne retraite rapportant des intérêts, pendant que votre mère réglait son thermostat à 16 degrés en décembre pour économiser sur le chauffage? Richard s'est levé. La chaise a raclé en arrière. C'est un piège. Vous avez fouillé dans mes emails. C'est illégal. L'accès à l'email s'est fait sur un ordinateur appartenant à votre mère, connecté à un compte que vous avez configuré sous ses identifiants. Le tribunal déterminera l'accessibilité. Richard s'est tourné vers moi. Sa voix s'est brisée, non pas cassée, mais éclatée. C'est toi qui as fait ça. Tu as monté maman contre moi. Je suis restée assise. Grand-mère est juste là, papa. Elle a été là tout le temps. Tu as juste cessé de la voir. Il a fait les 100 pas. 2 pas vers la fenêtre, 2 pas en arrière. Je gérais tout, la maison, les factures, l'assurance. Vous avez changé le bénéficiaire de son assurance vie pour vous-même il y a 18 mois, a dit Marcus, sans sa connaissance ni son consentement. Cela l'a arrêté net. Brenda a parlé pour la première fois. Sa voix était fine. Pouvons-nous régler ça sans passer par le tribunal? Et si nous rendions l'argent? Marcus, la restitution sera discutée avec le tribunal. Les services de protection des adultes ont été notifiés et ont ouvert une enquête. La voix de Richard a baissé. Tu as appelé les services de protection des adultes pour ton propre père? Je l'ai regardé. J'ai appelé les services de protection des adultes pour quelqu'un qui a exploité une personne adulte vulnérable. C'est ce que je fais. Je le fais au travail. Je le fais ici. Il n'y a aucune version de cette histoire où la famille est une exception. Il se tenait au milieu de la pièce, les mains le long du corps. La veste d'Italie tombait mal sur lui maintenant. Marcus s'est tourné vers Hazel. Il a hoché la tête une fois, doucement, et a posé son stylo. Hazel a déjoint ses mains. Elle les a posées à plat sur la table, comme elle les avait posées sur la nappe de Thanksgiving 10 mois plus tôt, quand Richard avait annoncé le voyage qui n'était jamais censé l'inclure. Elle a regardé son fils. J'ai économisé cet argent pendant 22 ans. Chaque paie. Chaque été où je n'ai pas pris de vacances. Chaque Noël, je m'achetais un seul cadeau, pour pouvoir mettre le reste de côté. Sa voix ne tremblait pas. Elle n'était pas élevée. C'était la voix la plus stable de la pièce. J'ai signé ce papier parce que tu as dit que tu voulais aider. Et je t'ai cru, parce que tu es mon fils.
Parce qu'une mère ne devrait pas avoir à vérifier derrière son propre enfant. Elle a marqué une pause. Je ne veux pas que tu ailles en prison. Je ne veux pas ne plus jamais te revoir. Mais je veux mon nom sur mes propres comptes. Je veux que mon courrier arrive dans ma propre boîte aux lettres. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Elle s'est penchée en avant, très légèrement, juste assez. Ce que tu m'as fait à cet aéroport, devant toute notre famille. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de te faire confiance. Elle a répété ces mots, lentement, clairement. J'ai oublié ton billet. Rentre simplement à la maison. Elle a secoué la tête. Tu n'as rien oublié. Tu pensais juste que je ne compterais pas assez pour que quelqu'un reste. Elle m'a regardé. Mais quelqu'un est resté. Richard n'a pas bougé. Ses yeux étaient humides. Il ne pleurait pas. Il était quelque part au-delà des larmes, l'endroit où le corps reconnaît les dégâts avant que l'esprit ne l'admette. Diane a parlé doucement. Maman, je suis désolé. Hazel s'est tournée vers elle. Je le croirai quand tu auras rendu les 25 000 €, Diane. Diane a refermé la bouche et ne l'a plus rouverte. Marcus a rangé ses papiers. L'audience au tribunal est prévue dans 9 jours. Vous serez tous assignés. Richard s'est levé. Il a boutonné sa veste. Une habitude professionnelle. Le masque se remettant en place, comme un rideau qui tombe, automatique, mécanique, ne cachant rien. Maman, ce n'est pas fini. Hazel l'a regardé. Non, ça ne l'est pas. C'est bien là le problème. Il est sorti. Brenda a suivi. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé Hazel. Elle a gardé les yeux droits devant elle, son sac à main près d'elle, et elle a marché jusqu'au camion comme si elle quittait un bâtiment en feu. Diane a marqué une pause à la porte. Elle s'est retournée à moitié. Joe. J'ai attendu. Dis à maman que je. Elle s'est arrêtée. Sa lèvre s'est pincée. Quoi qu'elle ait voulu dire est resté derrière ses dents. Elle s'est retournée et est partie. La porte s'est refermée. Marcus a rangé sa mallette avec le même calme qu'il avait apporté. Il a cliqué les loquets et s'est levé. Madame Frel, vous avez été remarquable. Hazel l'a regardé. J'ai été honnête. Ce n'est pas la même chose. Il m'a serré la main. Je vous contacterai avant l'audience. La Volvo est sortie de l'allée. La rue était vide. Les lumières de Noël sur la maison du voisin clignotaient en rouge et vert, dans l'après-midi gris. Hazel et moi sommes restés assises dans la salle à manger. Les tasses de café étaient toujours sur la table. Le classeur était toujours ouvert à la dernière page. Je pensais que je me sentirais mieux, a dit Hazel. Et alors? Elle a réfléchi. Je me sens plus légère. C'est différent de mieux, mais je prends. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la cuisine, a décroché la poêle en fonte de son crochet. As-tu faim? Je crois que j'ai besoin de cuisiner quelque chose. Je l'ai suivi, et nous avons cuisiné. 2 mois plus tard, le tribunal a statué. Procuration révoquée de manière permanente. Richard Alan Ferrell a été condamné à rembourser 140 000 €, par un plan de paiement structuré sur 5 ans. Le tribunal a imposé un privilège sur ses biens personnels pour garantir l'obligation. Diane a été condamnée à restituer les 25 000 € qu'elle avait reçus. Les services de protection des adultes ont corroboré l'enquête. Richard a été signalé pour exploitation financière de personnes âgées, en vertu du Code du Tennessee 71-6-117. Hazel a refusé de porter plainte au pénal. Le dossier le suivrait de toute façon. Le bénéficiaire de l'assurance vie a été restauré à sa désignation originale, répartie à parts égales entre un fonds de bourse d'études à l'école primaire de Maryville, où Hazel avait enseigné pendant 34 ans, et moi. Richard a vendu son bateau et un appartement en temps partagé à Pigeon-Forge pour commencer le premier versement. Lui et Brenda ont déménagé dans une maison plus petite, dans un lotissement de l'autre côté de Knoxville. Ils ne m'ont pas parlé depuis l'audience. Je ne m'attends pas à ce qu'ils le fassent. Diane a posté un chèque de banque de 25 000 €. Pas de mots, pas de carte, pas d'appel téléphonique. L'enveloppe avait une adresse de retour de Nashville. C'est la dernière nouvelle que j'ai eue d'elle. La maison d'Hazel est différente maintenant. Des gouttières neuves, une nouvelle rampe de Porsche. Le robinet de la cuisine ne goutte plus.
Le thermostat est réglé sur 22 degrés. Le réfrigérateur est plein. Lait, œufs, beurre. Le bon fromage dont elle disait qu'il était trop cher. Elle retourne au Cracker Barrel avec les dames de l'église tous les vendredis. Loretta apporte un gratin tous les dimanches. Elle dit qu'Hazel a l'air d'avoir 10 ans de moins. Hazel dit qu'elle se sent 10 ans plus jeune. Il s'avère que la trahison vous vieillit, et la vérité vous rend votre jeunesse. Je conduis jusqu'à Maryville tous les samedis, 45 minutes aller-retour. Ça ne me dérange pas. La valise en cuir d'Earl est maintenant dans le placard du couloir. À l'intérieur, il y a 2 billets d'avion pour Paris. Hazel et moi. En octobre. Je veux voir la tour Eiffel la nuit, m'a-t-elle dit. Earl disait toujours qu'on dirait qu'elle respire. Samedi après-midi. Cuisine d'Hazel. La poêle en fonte est sur la cuisinière. La pâte à pain de maïs dans un bol. Elle mesure la semoule de maïs de la même manière qu'elle le fait depuis 50 ans. 2 tasses, arasées avec un couteau à beurre. Ton grand-père l'a acheté dans un marché aux puces en 1973. Elle le dit. Elle le dit à chaque fois, et à chaque fois, j'écoute comme si c'était la première. Les gens me disent que j'ai été courageuse. Je ne pense pas que rester était courageux. Je pense que partir aurait été facile. Rester, c'était juste ce qu'il fallait faire. C'est mon histoire. Une carte d'embarquement déchirée, une poêle en fonte, et 3 semaines qui ont tout changé. Si quelqu'un que vous aimez a besoin que vous restiez, restez. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Je vous verrai dans la prochaine.